Bonjour à tous et bienvenue dans Jeunes Voyageurs, le podcast voyage de Télé-Sorbonne. Donc nous sommes Marie, Nils et Marine et aujourd'hui nous recevons Morgane et Clémentine qui vont nous parler de leur rapport au voyage. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Moi c'est Clémentine, je viens de Bretagne et je suis étudiante en urbanisme. Bonjour, merci de nous accueillir. Je suis Morgane, je suis étudiante en langue, littérature, études des civilisations étrangères japonaises. Oui, je sais Marie, c'est très long. Voilà. Génial, trop bien. Donc pour commencer, première question, est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu votre rapport au voyage et votre histoire avec le voyage ? Peut-être faire un petit bref historique des voyages principaux que vous avez fait jusqu'ici. Vas-y, Alors Clémentine. moi je suis pas mal partie avec mes parents en France pour faire pas mal de rando. Et on a quand même fait un grand voyage au Cap-Vert quand j'étais en 2015. Et sinon, je suis partie 3 semaines en Irlande quand j'étais au lycée. Et j'ai aussi pu aller en Chine avec le lycée. Et puis après, avec des amis, j'ai surtout fait des petits voyages en France, notamment de la rando et du stop. Et puis j'ai fait un Erasmus en Espagne. Ah oui, et d'ailleurs, pour rajouter un petit peu de contexte, moi et Clémentine, on se connaît depuis 18 ans, 19 ans. Ouais. Ouais. Oh waouh. On s'est rencontrés en petite section. Ouais, Ah oui, ok. en Bretagne. Et en fait, après, on n'a pas énormément voyagé ensemble, mais on a fait quand même un road trip en Bretagne une fois, il y a 2 ans. Mais ouais. Puis je suis venue avec toi en Aveyron, avec ta mère. Oui, c'est vrai. Ah Et oui, toi, t'es venue au ski avec nous. oui, c'est vrai. Mais on était... ouais, on avait genre 10 ans. Ouais. Donc j'ai plein d'anecdotes sur Clémentine, petite. Les et... potins. Ouais. Les potins. C'était ce que j'allais demander. Je me suis dit, on aura des doubles anecdotes. Ça va être sympa. Je peux... Tu peux témoigner. Ouais, c'est ça. Et toi, Morgane ? Du coup, j'ai un rapport un peu différent au voyage. J'ai commencé à voyager dès que j'étais bébé, je pense. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est un privilège de voyager. Et surtout, je suis très peu allée en France finalement. Je connais très mal mon pays. Mais à côté de ça, j'ai fait une vingtaine de pays. Donc j'ai eu la chance de pouvoir partir assez loin. En gros sur 4 continents. Donc c'est plutôt cool. J'ai commencé à voyager bébé avec ma mère. Au début, quand j'étais petite, on allait pas mal, soit dans les pays limitrophes, soit en France, donc en Bretagne ou dans le sud, ou des trucs comme ça, parce que j'avais la famille dans le sud. Et on a commencé à aller un peu en Allemagne. Je pense que mon premier voyage en Allemagne dont je me souviens, je devais avoir 4-5 ans, c'était en maternelle. Et on partait avec la maternelle, mais parce que j'étais dans des écoles internationales ou franco-allemandes à chaque fois. Donc tous les ans, on partait. Et puis, je pense que vers mes 5-6 ans, ma mère a commencé à se dire « C'est OK pour l'avion, let's go !» Et je suis partie. Et ensuite, j'ai commencé à voyager seule. Et je crois que j'ai commencé à vraiment voyager en France à mes 18 ans, quand j'ai eu le droit de voyager avec des copains et de partir à l'aventure. Trop bien. Même si je faisais un peu en soum-soum en Allemagne, mais ça, on en parlera plus tard. En soum-soum en Allemagne, tu passes à la frontière. Non, mais en fait, j'aurais pas habité là-bas. Du coup, Ok. j'étais en famille d'accueil, donc ça veut dire pas de parents pour surveiller. Donc ça veut dire le droit de faire la fiesta. Le droit de sortir un petit peu et de profiter de sa jeunesse. Mon premier autostop, je l'ai fait en Allemagne, j'avais 14 ans, voilà. Comme ça, c'est dit. Ah oui. Ouais. 14 ans en Allemagne. J'aurais pas forcément osé en France déjà le faire. Oui. Mais, Avec des copains bourrés. Voilà. Oh, Enfin, moi, wow. j'étais sobre. Parce que j'étais D'accord. sage, évidemment. L'abus d'alcool est dangereux pour la consommation. Attends, mais est-ce Pour que la du- La consommation d'alcool Ah est oui. voilà, ça fait des ravages, l'alcool aussi. Est-ce que Non, du voilà. coup tu pourrais nous raconter cette anecdote-là ? Là maintenant ? Ouais. Bah, si tu veux. En gros, va. c'était une journée de carnaval. Et il faut savoir que le carnaval en Allemagne, c'est vraiment un délire. Nous, on était à Berlin. Et à Berlin, il y avait des chars qui passaient. Et en fait, il y avait des gens qui venaient avec des parapluies. Et les gens mettaient les parapluies à l'envers. Comme ça, et quand les chars distribuaient des bonbons, des petits gadgets, des trucs comme ça. Et du coup, les parapluies permettaient de récupérer tous les objets. Et il y avait aussi des enfants qui pouvaient prendre dans les parapluies. Donc voilà le contexte. À cette époque-là, moi j'habite à 50 km à vélo de Berlin.
Enfin, 50 km à vélo, en voiture, c'est 50 km, mais bref, voilà. Génial, on est là, bonsoir. Donc, du coup, j'habite à 50 km de Berlin. Et donc, on est venu en vélo parce qu'on est jeune, parce qu'on est fou, parce qu'on est sportif. On se dit, ouais, mais ça le fait 50 km, il n'y a pas de souci. Sachant qu'on le faisait tous les matins et tous les soirs pour l'école. Attends, À c'était vélo 50 km aller. 50 km retour. Tous les jours. Mais en Allemagne, sachez qu'on fait ça en 1 heure. Il n'y a pas de vanne. C'est parce que c'est plat? Ouais. Ah, Et ok. parce qu'il y a Ouais, mais des quand pistes même, cyclables et tu traverses la forêt et tout, et tu fais vraiment, enfin, tu roules droit et il n'y a aucun obstacle. Ok. Au pire, il y a un sanglier, tu vois, mais voilà. Oh, tu shootes dedans, c'est bon. hein. Voilà, clairement. Ça fait un gros dos d'âne. C'est pas... Enfin, les Allemands sont beaucoup plus sportifs que les Français, et du coup, genre, 50 km à vélo, c'est vraiment rien. Mais du coup, donc, on est à Berlin pour le carnaval, et on est avec tous les copains, et on est une grosse classe franco-allemande, où en gros, il y a une grande partie de la classe française qui a rejoint la classe allemande à Berlin. Et on se dit, c'est le moment, genre là, c'est le carnaval, on va tous faire la fête. Évidemment, il y en a un qui a la bonne idée d'acheter de la bière, sauf qu'on a 14 ans. Il achète aussi ce qu'on appelle du Feigling, et le Feigling, c'est de la vodka mélangée avec de la liqueur de litchi, je crois, dans notre cas. Et c'est des petites bouteilles très jolies, avec des jolis designs, qui ressemblent à des mini-flashs. C'est très mignon, c'est très sucré. On en boit beaucoup. Moi, j'habite avec une fille qui s'appelle Anna. Et Anna est ivre morte. Mais c'est-à-dire qu'on se dit, on prend les vélos pour rentrer parce que là, c'est plus possible. Et en fait, son vélo faisait des slaloms, mais c'était terrifiant, quoi. C'était pas possible de la faire rouler dans cet état-là. Donc on se dit, bon, bah, c'est pas grave, on va marcher. Sauf qu'au bout de 2 km, on est KO parce qu'elle est bourrée, parce qu'il faut la porter, parce qu'on a 14 ans, que moi je fais 50 kilos, c'est pas possible. Et notre correspondant, il fait, bon, vas-y, moi je prends les vélos, je rentre et je vous récupère sur le chemin du retour. Et en attendant, on se dit, bon, bah, on va avancer avec Anna. Et là, la bonne idée, mais si on faisait du stop à 14 ans, 2 petites filles là comme ça, mais c'est nickel. Donc on commence à faire du stop. Et étonnamment, on se fait prendre en stop très rapidement par une maman qui nous s'engueule, mais qui nous fait une morale, ça m'a pas servi de leçon, mais qui nous fait la morale et qui nous dit « Mais imaginez, vous tombez sur un pédophile, vous faites kidnapper, blablabla. » On était là « Non, mais ça va, mais c'est parce qu'elle est pas bien, elle est un peu malade. » Elle nous regarde, elle fait « Mais elle est complètement bourrée, mais ça va pas, vous êtes complètement malade. » Attends, est-ce qu'elle a dit ça en français ou en allemand? En allemand. Ah oui, du donc coup, t'as été Allemagne, engueulée on en parle allemand. Oui. Ok, Mais c'est un peu plus après, agressif. En vrai, non, c'est cliché. Non, en vrai, mais je suis allemande, donc c'est comme si elle m'engueulait en français. Mais enfin, pour moi. Mais du coup, elle nous ramène quasi jusqu'à la maison. Et au moment où elle nous ramène, bah, sur le chemin, il y a notre correspondant qui est arrivé. Et comme Anna était toujours trop bourrée, elle est montée sur le guidon. Et moi, j'étais sur la roue arrière. Et mon correspondant qui faisait quand même 1m90 et qui était un peu musclé. Enfin, un bon allemand, quoi. Et Des mollets. des de quoi mollets en pédaler, bétoir, quoi. mais voilà. Et du coup, bah, il nous a ramenés à 3 comme ça. Et en rentrant, on a dit qu'elle avait fait une intoxication alimentaire en mangeant du chocolat. Je pense que les parents nous ont jamais cru, mais ils ont fait comme si, et pour ça, je les remercie. Voilà. Il y a eu meilleur mensonge quand même. Mais par contre, moi j'ai une question sur cette anecdote parce que visiblement vous êtes toujours, enfin toutes les deux vous êtes vivantes, j'imagine, et tout s'est bien passé. Oui, Voilà, j'imagine. j'imagine, tu es là devant moi, donc oui. Oui. Où étaient passés vos vélos? Le correspondant les a pris. Comment il a Ok. fait? Mais il a pédalé et en fait il Avec tenait deux vélos. les. En Deux fait, autres vélos. voilà, il pédalait sans les mains et il avait les 2 vélos qui tenaient comme ça. Mais c'est des grands malades en Allemagne. Wow. Enfin, lui particulièrement, il s'appelait Fabian et Fabian, un grand malade. Fabiane, tu as fait 50 km avec les 2 vélos. Parce que moi, vraiment, Il est chaud. un vélo, déjà, je réussis à tomber absolument partout, tout le temps. Ah, sans vélo aussi, Oh, moi ouais. je... Ah ouais. sur du plat. Juste les trottoirs, c'est compliqué. Mais c'est le genre de mec qui croise un sanglier, il est en mode non, mais si on bouge pas, il va passer, il nous chargera pas. Et toi, t'es là, genre ah, parce qu'il peut nous charger. D'accord, super. L'ambiance, elle est géniale. On se sent bien. Bon bah finalement ça a été un bon début pour ta vie ensuite d'autostoppeuse quoi. Ouais. C'est pas... la première fois c'est bien passé dans des conditions assez extrêmes en Allemagne, donc totalement torchée. Donc on pouvait faire mieux, donc elle a fait mieux. Clairement. Voilà. Et toi Clémentine, est-ce que tu aurais une anecdote de voyage un petit peu Eh atypique? ben, pas à ce point-là. Hein. Non, moi mes stops, ça s'est toujours bien passé.
Une fois, il y a quand même eu un Américain où il était trumpiste. Oh là, Et tu vas me pas j'ai dire que ça commencé... s'était bien passé Mais non, justement, j'ai commencé à... En fait, il cherchait le débat, donc moi, j'ai répondu un peu. Et ma pote, elle avait peur qu'il nous jette, qu'il nous jette dehors. Mais sinon, non. Plutôt que des gens sympas en stop, en vrai. Pourquoi tu faisais du stop exactement? Quel Pourquoi genre j'ai de fait du voyage? stop? J'ai commencé parce que je voulais aller voir la mer à Paris. Et avec une amie, on s'est dit, bon, on va se mettre sur un pont vers l'ouest de Paris et on va mettre un petit panneau on voulait aller à Etretat. Et puis c'est des Turcs qui se sont arrêtés au bout de 20 minutes et qui nous ont dit, ah nous, on va pas là, mais ça a l'air joli, on vous y emmène. Du coup, ils ont fait toute la route C'est et incroyable. ils nous ont payé la crêperie. C'est incroyable. Donc c'était un super début de stop aussi. Ouais. Attends, mais est-ce que vous êtes potes aujourd'hui? Est-ce que vous avez gardé Non, contact? malheureusement. En même temps, ils parlaient pas ultra bien anglais. Ah. Et nous, on parlait pas turc. Donc Ça Mais limite c'est la génial, communication. c'était génial. Vous vous êtes quand même compris et Bah ils ouais, ont ouais, voulu. Ils ont voulu, ouais, on a bu une bière à Rouen et après on était jusqu'à C'est être trop drôle. Incroyable. Ouais. Non, mais Oh, waouh. des mecs qui se disent on va pas là, mais ok, ça a l'air joli, on y va. Ils vous payent la bière, ils vous C'est payent ça. la crêpe et ils vous emmènent Voilà. jusqu'au bout du chemin. Mais c'est Mais c'est exceptionnel. C'était super bien génial. le stop en fait. En plus, après, on avait pris un couchsurfing, donc vraiment notre week-end nous a rien coûté parce que on est arrivé, voilà, le gars, enfin c'est des gens hyper sympas qui nous ont prêté leur canapé. Le lendemain, on s'est baladé et tout, on avait mis un panneau dans notre dos. Bonjour, on voudrait retourner à Paris. Ça marchait pas, on se dit bon bah tant pis, on va aller se mettre dans un rond-point. Et au dernier moment, il y a un gars qui nous dit ah mais nous on retourne sur Paris. Bon, je demande à ma copine quand même, mais sinon on vous prend. Et du coup, enfin vraiment nickel. Bon, pour le coup, leur voiture est tombée en panne, genre elle a commencé à fumer. Mais Oh là. c'est reparti au bout d'une demi-heure et on est rentré genre vraiment gratuit le week-end, hyper facile, pas de galère sur les ronds-points parce que ça arrive aussi en vrai. D'être bloqué à un endroit Ouais, et de ouais, pas ouais. réussir à. N'allez jamais au rond-point des Ulysses en région parisienne. Voilà. C'est pas vraiment, on m'a pris là-bas. hein. C'est vrai? Ah ouais? Mais en vrai, Mais où est ce J'ai- rond-point? c'est dans le 91, Ok. C'est où le 91? Le sud sud. de Paris. Ok. Genre t'as Sévères, Orsay, Palaiseau, Ok. Bure-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Je Saint-Rémy-les-Choses. vois la ligne. Oui. Je vais faire tout le RERB là, c'est Voilà, parti, on enchaîne les clairement. stations. C'est parti loin jusqu'au bout. Non, ouais, ça va, Ok, là-bas toi, j'ai tu pas eu t'es de fait soucis. prendre. Mais en même temps, je pense qu'on avait un quota de sympathie parce qu'on était deux roues. Enfin, du coup, je suis rousse et il y avait un mec qui s'appelait JB. Et du coup, avec JB, déjà, il avait son bras cassé, donc il faisait pitié. Et surtout, on avait un chat avec nous qui était sur le sac, un petit chat gris. Et du coup, les gens étaient là, genre, oh, votre chat est mignon, je vous prends avec nous en voiture. En plus, vous êtes roux, c'est rigolo. Et du coup, on en a profité, on a traversé la France comme ça. Mais vous étiez des animaux de compagnie ou? Non, mais on avait tellement de charisme qu'un mec allergique au chat nous a pris un stop pendant 4 heures. hein. Waouh. Oh. On en est là. hein. Mais ça c'est le pouvoir des chats. C'est un pouvoir. C'est absolu. Tu as pouvoir ta absolu des voiture chats. directement, voilà. Bah, je retiens alors. J'essaierai de Toujours trouver prendre un chat ou un roux ouais. avec toi. Toujours avoir un chat ou un roux sur soi. Un chat roux, c'est encore mieux. Ah bah. Le combo. Oui, clairement. Et du coup, toutes les deux, vous avez eu des bonnes expériences en autostop. Mais est-ce que toutes les deux, vous avez eu une fois où vous vous êtes dit, bon, peut-être plus jamais l'autostop? Moi, j'ai fait un voyage en janvier en stop pendant 10 jours. Et à la fin, vraiment, j'avais vraiment envie de rentrer parce qu'il faisait super froid. Et le dernier jour, on était dans le Morvan. Ici, il y avait une espèce de brume, il n'y avait personne. On s'est dit, on va jamais pouvoir partir. Ça a bien duré 3-4 heures. Et là, je me suis quand même dit, je fais plus jamais stop. Enfin, ça n'a pas duré, mais ouais. Et pourtant, j'en ai refait il y a 3 semaines. Et il faisait hyper froid, il y avait de la neige. Et j'ai aussi attendu 3 heures et je me suis redit, Clémentine. Prends un train, Comme quoi, Clémentine. ça repart. Ok. Mais c'était quoi exactement ce voyage? C'était un tour de France C'était un voyage où on était une quinzaine et c'était organisé par une asso. Enfin, c'est pas vraiment organisé, mais on partait ensemble le matin et on se retrouvait le soir par binôme. Et du coup, on se racontait. Des fois, on se recroise. Enfin, des fois, tu te fais doubler par des gens. Trop On se drôle. racontait. Ouais, c'était Un peu hyper Pékin bien. Express. Ouais, mais, c'est ça. trop marrant. Donc, des fois, quand t'es plusieurs sur le rond-point et qu'il y a des gens qui ont 4 places, tu dis venez. Voilà. C'était vraiment pas mal. Puis on devait partir jusqu'en Serbie. Puis en fait, on a réduit notre voilure à Marseille. J'allais faire la vanne du coup on s'arrête à Strasbourg, mais C'est assez proche comme blague. Pour le coup, on a eu du soleil,
Mais sinon, on avait quand même eu de la neige. C'était hyper varié parce qu'on est parti de Paris pour aller en Corrèze, après jusqu'à Toulouse. Et on est allé chez quelqu'un qui, ses parents nous ont accueillis genre hyper bien. Mais par contre, ça se méritait hein, parce que c'était paumé. Et nous, on n'a pas réussi. Genre, son père est venu nous chercher parce qu'on était sous la pluie. Il nous restait 4 heures de marche. On n'aurait pas pu trop le faire. Il était 19h. Et après, on était trempés. Et ils avaient un sauna. Ça, c'était génial. On a pu... Ça a très bien fini, du coup, comme anecdote. Ouais, finalement. fini, ouais. C'est une bonne anecdote. On s'arrête à Marseille, mais dans le sauna. Voilà, c'était dur comme vie. Non, c'était trop bien alors. Incroyable. Et toi, Morgane? Mauvais. En vrai, je crois que j'ai pas eu de mauvaises expériences qui m'ont pas donné enfin, qui m'ont bloqué sur le fait de faire du stop. C'est plus. Enfin, il y a une fois où c'est un routier polonais qui nous a pris avec mon copain de l'époque. On revenait des Gorges du Verdon. Et à l'aller, moi, j'avais mis, je crois, 15-16 heures pour aller dans les Gorges du Verdon en stop. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Et j'avais eu beaucoup de chance. C'était avec le roux et le chat. Mais là, j'avais plus de roux, j'avais plus de chat. Et j'avais un copain fatigué. Donc, j'étais le quota charisme de l'équipe. Autant te dire que c'était pas gagné-gagné. Parce que j'étais fatiguée aussi. Mais du coup, il y a un Polonais qui nous prend. Et il nous prend parce que je suis polonaise. Et on a parlé un petit peu. Les gens vont se dire, mais elle n'était pas allemande tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? C'est une citoyenne du monde. Oh là. Mais du coup, donc le mec se prend de sympathie parce que je suis polonaise et tout. Il nous prend en voiture. Il y avait une espèce de camion. Un truc un peu bizarre, mais genre ça passait. Et déjà, il accroche nos sacs à l'arrière. Enfin, il met nos sacs dans l'arrière du camion. Mais c'était les camions un peu bennes, là, ceux qui sont ouverts à l'extérieur. Où il n'y a pas de... C'est pas un coffre fermé, en gros. C'est une sorte de... Je vais pas dire camion de chantier, mais genre il y a pas Ouais, de toit. un peu... Ouais, voilà, il n'y a pas de Un toit pick-up. sur le coffre. Comme un pick-up, ouais. Mais Ok. un peu plus gros. Mm. Et les sacs sont pas attachés. Et je regarde mon copain et je fais... Non mais, enfin, Joachim... Là, nos sacs, ils vont tomber, en fait. C'est pas possible. Il me fait... Non, mais t'inquiète. Mais lui, il est très serein de tout dans la vie. Il a confiance en tout le monde. Ce n'est pas mon cas. Moi, je me méfie de tout. Et je lui dis, non, mais attends, mais guette dans le rétro au cas où. Et on voit les sacs qui reculent doucement. Et on dit au mec, ouais, est-ce que tu peux t'arrêter à la prochaine aire d'autoroute, s'il te plaît? Parce que en plus, le mec, en fait, il tenait pas le volant déjà. Et il avait pas de Tesla. Hein. On rappelle, on parle du pick-up polonais. Donc on est sur un niveau de voiture pas ouf. Et du coup, il tenait pas le volant. Et il avait son téléphone entre ses cuisses. Et il jouait à Candy Crush. Et du coup, j'étais en mode, à tout moment, on meurt. Les sacs on perd vont nos se faire la sacs. malle. Ouais. Voilà. Et finalement, il s'est arrêté 2 heures d'autoroute après. Et je me suis dit, oh là, c'est chaud. Plus jamais je remonte avec un routier. Du coup. Ouais. Et sinon, c'est plus des a priori qui me donnent, qui me font flipper pour le stop. C'est là, à chaque fois, j'étais avec un garçon. Donc j'étais un peu plus en confiance. Avec 2 filles, je pense que ça irait. Mais seule, je suis pas sûre de tenter le coup. Ou en tout cas, pas en France. T'as jamais fait d'auto-stop seul? Non. Ouais. Jamais, En jamais. vrai, je comprends. Je serais vraiment pas rassurée. Parce que on vit dans un monde dangereux. On vit dans une société, comme diraient certains. Et du coup, c'est pas ouf. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui le font et qui ont des blogs et qui font des vlogs et tout et qui arrivent très bien. Et qui expliquent qu'il y a des techniques pour se sentir safe et tout. Et de sélectionner les chauffeurs, faut pas hésiter à dire non, etc. Mais moi, je me sens pas assez en confiance, ne serait-ce que genre au niveau de ma forme physique, tu vois, je sais que je pourrais difficilement me battre, pardon. Donc je préfère éviter. Ok. Et toi, Clémentine, ça t'est déjà arrivé de faire du stop seul ou... Jamais. C'est vrai que je sais pas si j'oserais. Déjà aussi parce que quand t'attends longtemps, c'est plus marrant d'être 2 quand même. Donc si j'ai besoin, peut-être que je le ferai, mais le but c'est de s'amuser, donc plutôt je préfère à 2. Ok. Mais j'ai jamais eu de situation ni de chauffard où je me suis dit putain il va nous tuer, ni de gars louche. Donc pour l'instant ça va. En règle générale, j'ai l'impression que les gens qui nous prennent en stop, c'est des gens quand même sympas. Ou moi, je tombais généralement sur des gens relativement jeunes, genre qui dépassaient pas la quarantaine. Et soit c'était des parents et du coup ils voient des jeunes et il y a un peu le truc de compassion de c'est des jeunes, je veux pas qu'ils se fassent emmerder, ils nous prennent. Soit c'était des lambdas qui avaient jamais pris de gens en stop et qui se disaient juste
fun. One life. Et donc, sur un autre sujet, donc j'avais une question un petit peu sur votre rapport au voyage de manière générale. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment très important pour vous dans votre vie ? Est-ce que vous avez envie de partir habiter à l'étranger dans le futur ? Est-ce que c'est un truc que vous voulez seulement faire pour du loisir ? Enfin, qu'est-ce que le voyage représente pour vous ? Est-ce que c'est vraiment genre votre top truc qui vous rend heureux ou pas du tout Moi, je trouve ça important, mais c'est vrai que j'ai pas encore trouvé quelle forme. Enfin, je sais pas trop. J'aimerais bien vivre à l'étranger encore, mais je trouve que ça dépend comment c'est fait le voyage. Je trouve que c'est souvent aussi quelque chose qu'on fait avec les gens avec qui on part. Enfin, que c'est aussi hyper centré sur nous, et du coup, c'est à la fois pour découvrir et je trouve redonner un peu plein d'énergie et en même temps faire quelque chose avec des gens qu'on aime, quoi. C'est un peu se donner du temps, enfin créer un espace, ou je sais pas, voilà. Mais je le fais pas assez, mais j'essaie de faire des petits trucs. Des fois, rien qu'à la journée, c'est pas des voyages, mais il y a des petites façons de mettre un peu de place dans le quotidien pour ça. Oui, comment vous définiriez le voyage en fait ? C'est quoi pour vous exactement ? Bah, je pense que c'est un peu un moment qui casse le quotidien, où t'es dans une approche de découverte et t'essayes d'être curieux et d'aller vers ce que tu connais pas. Et bah, traditionnellement, c'est quand même, tu vas dans un endroit que tu connais pas sur une période un peu plus longue qu'une journée, mais je pense qu'il n'y a pas de frontière hyper poreuse entre ce qu'est un voyage et ce qui ne l'est pas. Tout à fait. Je sais pas ce que tu en penses. En vrai, je pense que pour moi, c'est pas tant se rendre dans un endroit qu'on connaît pas, parce que je voyage dans des endroits que je connais. Mais c'est plus quitter. Enfin, ce que tu disais tout à l'heure sur le quotidien, ça me fait beaucoup plus écho. Où je pense que, bah, par exemple, quand t'es à Paris, aller à Fontainebleau, c'est une forme de petit voyage, parce que c'est pas un endroit que tu visites forcément, ou qui sort en tout cas de ton milieu social naturel, on va dire. Donc moi, par exemple, c'est Paris. Et du coup, quitter Paris ou la banlieue proche, ça me permet de sortir de ma zone de confort, de ma bulle. Après, moi j'ai eu la chance de partir super loin et de voyager un peu partout. Donc j'avoue que si tu m'emmènes à Fontainebleau, je vais moins le vivre comme un voyage, mais c'est plus un caprice, je pense, de quelqu'un qui a été habitué qui a eu le privilège de partir plus loin. Mais tu m'emmènes à Etretat, pour moi c'est un voyage et c'est trop cool aussi. Être ta vie. Et du coup, quelle place a le voyage dans ta vie ? Parce que du coup, tu étudies un pays, la civilisation d'un pays qui est quand même relativement éloigné. Est-ce que tu as envie d'aller habiter là-bas ? Habiter peut-être, ça dépendra, parce que j'ai un lien très particulier avec le Japon. Enfin, j'ai une grand-mère japonaise et c'est un pays qui m'attire énormément depuis que je suis enfant. Maintenant, j'ai une vision aussi réaliste sur ce qui se passe là-bas. Et la société est pas ouf, ou en tout cas différente de chez nous. Elle est beaucoup plus centrée sur le groupe que sur l'individu. En France, on a un peu cet entre-deux. Si tu prends les deux extrêmes, t'as les États-Unis, le Japon, et puis la France, elle est un peu au milieu. Le truc, c'est que le Japon, c'est un pays où les gens bossent énormément. C'est à base de tu dors dans le métro parce que t'as bof le temps de dormir chez toi, ou... Enfin, c'est hardcore, tu bosses 12 à 15 heures par jour selon ce que tu fais. Enfin, habiter là-bas, ouais, mais sous une entreprise française, tu vois, pour garder le côté français des droits humains, tout ça. Puis surtout parce que je suis une femme aussi et que les droits des femmes, c'est pas ouf. Sinon, le voyage, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que j'aime beaucoup apprendre. Et je suis d'accord avec toi, Clémentine, quand tu dis que c'est important. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut que les gens captent que voyager, c'est pas nécessairement quitter la France, même si parfois quitter la France c'est moins cher et plus abordable. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'enrichit énormément et qui me permet d'être plus tolérante aussi, d'être plus dans l'écoute et l'acceptation de l'autre. Je sais pas si
si j'aurais été la même personne si j'avais pas autant voyagé. Surtout que quand je voyageais avec ma mère, on faisait beaucoup de bivouac, d'autostop, où on traînait dans les petits hôtels, on allait beaucoup parler avec les gens. Et on allait finalement, je crois que ça nous arrivait qu'une fois d'aller dans un gros hôtel, et c'est parce que là, elle en avait envie, on était à Punta Cana, elle s'est dit let's go, hôtel 5 étoiles, je sais pas quoi, et voilà. Mais sinon, ouais, non, c'est important. Et je voyage tous les ans, sinon j'ai pas ce temps de me déconnecter aussi du quotidien et de profiter de ce que le monde a à offrir. Voilà. Et est-ce qu'il y a un endroit au Japon qui t'a marqué si tu y es allée? Je suis déjà allée du coup pour voir ma grand-mère. En vrai, je connais très mal le Japon. J'ai beaucoup traîné à Tokyo et dans sa banlieue. Et du coup, je peux difficilement te parler d'autre chose. Mais j'ai un petit rituel que je fais en voyage qui est complètement con. Je vous le conseille, en même temps je vous le déconseille parce qu'on sait jamais où ça peut finir. Mais en gros, j'adore prendre des trains et ne pas savoir où je vais. J'adore me perdre. Quand je voyage, les trucs touristiques, genre les gros trucs, par exemple au Japon, genre les gros temples et tout, c'est hyper chouette. Mais au bout d'un moment, moi, ça me saoule. Traîner avec des étrangers tout le temps, ça me saoule. Et c'était la première fois que j'allais au Japon, je crois. J'avais passé la première semaine avec ma grand-mère, je restais un mois là-bas. Et la deuxième semaine, j'avais une pote qui était là. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on va se perdre. Donc, je lui ai fait, viens, on prend un train. On sait pas où on va. On s'arrête quand c'est joli. On s'est arrêté quand c'était joli. Le train d'après était 6 heures après. On l'a pris plus tard. Quand on a voulu rentrer. Mais on a atterri dans une campagne. En fait, il faut savoir que le Japon, c'est très différent de la France dans le sens où tu peux prendre un train et au bout de 20 minutes, tu atterris dans une zone où il n'y a rien. Mais tu restes dans Tokyo, mais il n'y a rien. Parce que c'est beaucoup plus grand, ça fait genre 10 fois, je crois, ou 15 fois la taille de Paris. Enfin, c'est 60 millions de personnes à Tokyo. 30 millions, pardon, de personnes à Tokyo, donc c'est immense. La France, c'est 66 millions de personnes, donc tu as la moitié de la France dans une ville. Ouais. Mais oui. ouais, c'est vraiment très très grand. Ouais. C'est immense. Mais comme c'est des grands espaces aussi, t'as pas l'impression d'être étouffé par la foule ou ce genre de choses. Enfin, Tokyo, c'est une ville neuve parce que ça a été quasiment rasé entièrement pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais du coup, t'as beaucoup de grands espaces et tout, donc ça va. Tu te sens pas étouffé. Et les petits espaces, enfin, t'as quand même des petits espaces résidentiels, t'as beaucoup de parcs, c'est très vert. Enfin, c'est très vert, c'est relatif. Mais c'est plus vert que Paris, même si c'est pas très difficile à faire. Mais voilà, tu t'en sors bien. J'ai du mal à m'imaginer, tu vois, déjà que Paris, c'est plein souvent. Mais vraiment, Paris, en fait, t'as toute une architecture. Même au niveau de l'architecture, tu vois, c'est assez fascinant. Paris, c'est très homogène et ça commence à sortir du bazar haussmannien quand tu vas sur les nouveaux arrondissements, donc le 20e, 19e, 18e, tous les quartiers populaires ou tout ce qui entoure la petite ceinture. Alors que Tokyo, t'as vraiment t'as un quartier. Genre, par exemple, là où ma grand-mère elle habite à Ikebukuro, qui a un quartier extrêmement moderne et aussi extrêmement pas moderne. T'as la phrase cliché qui dit le Japon entre tradition et modernité. Oh là là. Ça me tend cette phrase, mais elle est si réelle, mais elle me tend quand même. Tu sais que je travaille avec l'office de tourisme de Kobe pour mes cours et on est censé leur faire un produit touristique qu'ils peuvent proposer ensuite à des tours opérateurs pour qu'ils proposent Kobe dans leur voyage. Et vraiment, genre tous les noms de voyage, c'est ça. Genre, mais c'est terrible. C'est que ça des me donne variantes envie de cette canner. phrase. Vraiment, c'est horrible. Ou alors c'est genre spiritualité et ville, urbanité. Non mais les gens sont là genre c'est exotique le Japon Terrible. Mais c'est parce que t'as genre du coup à Ikebukuro t'as genre un quartier où tu vas avoir genre un game center sur 7 étages et tu prends 2 rues et là t'as que des petits pavillons et ça n'a aucun sens parce que genre le quartier de ma grand-mère qui est à Higashi Ikebukuro qui est un peu genre le bout du quartier parce qu'un arrondissement à Tokyo c'est genre, je sais pas, 10 km de diamètre, enfin c'est immense. Là à Paris, tu traverses Paris dans 2 heures, 3 heures. Tokyo, ça c'est un quartier, 3 heures. Je me suis fait avoir. Je vous le déconseille si jamais vous avez la chance d'y aller. Mais du coup, il y a des buildings et des petites maisons, bref, voilà. Et pour revenir à l'anecdote de base, qui était le voyage en train où on se perd, on se retrouve en... Je sais même pas si c'était Tokyo ou sa banlieue, j'en sais rien du tout. Mais du coup, on arrive au milieu d'une espèce de... Pas un bidonville, mais des maisons faites en tôle avec des bouts de métaux et tout. Et avec que des papy-mamies
au milieu de la forêt. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Au final, on a fait plein de rencontres, c'était super chouette, on a parlé avec plein de gens. Mais 6 heures perdues dans la forêt avec des maisons en tôle, quoi. Mais c'était quoi, genre une communauté spirituelle Mais non, c'est juste des gens qui habitent Juste là. des gens, Ouais. ok. Mais parce que la pauvreté au Japon, elle est très dissimulée. Où tu vas pas avoir de gens qui font la mendicité dans la rue. Ou... En fait, c'est un peu la honte parce que t'es en marge de la société. Parce que genre le taux de chômage au Japon... Mon ventre a gargouillé, voilà. J'ai des gaufrettes au chocolat si tu veux, si t'as vraiment faim. Merci. Mais en vrai, ça va, j'ai pas. Mais je sais pas, et mon ventre est en roue libre en ce moment. On a perdu Morgane. Le bruit de ventre qui gargouille, ça me termine. Mais voilà. Merde, du coup, j'oublie où j'en étais. La pauvreté. Oui, voilà, la la pauvreté, voilà, quand t'es un peu marginal, sachant qu'il y a 1%, je crois, ou 2% de chômage au Japon, genre c'est vraiment facile de trouver un boulot. Pas un bon boulot, mais d'en trouver un. Bah, du coup, ces gens-là, ils sont assez isolés, ils sont assez cachés, et voilà, quoi. Même ils traînent dans des mangas cafés ou des trucs qui sont ouverts à 24, mais ils font... Enfin, c'est pas comme à Paris où tu marches dans la rue et tu vas croiser, malheureusement, genre 10 SDF dans une rue, tu vois. Voilà. Et du coup, toi, Clémentine, parce que Morgane a dit que elle aimait bien quand même partir à l'étranger si possible, Ouais. même si la France c'est cool. Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels t'es allée et tu t'es dit, bon, par exemple, je préfère voyager à l'étranger, est-ce que tu préfères voyager en France? Bah, c'est pas pareil, mais en fait, je pense j'aime bien aller dans un pays où je peux parler un peu la langue. Et du coup, bah, c'est vite limité parce que je parle moins de langue que toi. Et justement, ma question, c'est est-ce qu'au Japon, là, t'as dit t'as parlé avec les gens. Et est-ce que tu penses que le fait de parler plein de langues, ça te permet de mieux apprécier tes voyages? Parce que c'est vrai que moi, j'irais bien, par exemple, Cambodge ou ou des pays comme ça, mais je me dis que je me sentirais trop en décalage, en fait, je crois. Juste un peu trop... je me sentirais pas très légitime à être là. Alors que, du coup, par exemple, l'Amérique latine, ça me tente plus de ce point de vue-là, parce que je peux un peu plus comprendre un minimum les gens. Et voilà. Bah, en vrai, je pense que j'ai un peu ce truc-là aussi parce que j'ai eu la chance de grandir dans une famille multiculturelle où il y a plein de gens de nationalités, de pays et de continents différents dans ma famille. Et du coup, c'est pour ça aussi que je parle plusieurs langues. Genre, je n'ai aucun talent, c'est de la triche pure et dure. Mais c'est vrai que c'est plus facile de communiquer avec les gens quand tu parles leur langue. Maintenant, déjà, il y a plein de trucs qui sont trop cool. C'est qu'on a plein d'applications pour apprendre les bases des langues. Et je pense qu'il y a un minimum à avoir quand tu vas dans des pays étrangers et que tu parles pas la langue. Bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît. Je m'appelle ou puis-je aller. Et je pense que c'est la base parce que la politesse déjà. Et puis après, le reste, ça se fait. Je crois pas que parler, avoir vraiment des bases qui te permettent de beaucoup communiquer dans un pays. Là, tu parlais du Cambodge, tu vois. Et j'y connais rien au cambodgien. Mais je pense qu'avec merci, bonjour, au revoir, je m'en sors et j'arrive à créer des relations. Et en vrai, ça m'est déjà arrivé au Japon, du coup, où j'ai rencontré des Coréens comme ça. Et je parlais pas du tout un mot de coréen. Et c'est à force de discuter avec eux et de forcer un peu le dialogue qu'on s'est un peu mutuellement appris des bases. Et puis aussi grâce à Internet et Google Traduction, même si c'est chaotique pour certaines langues, notamment les langues asiatiques. Ouais. Mais d'Asie de l'Est. Mais en vrai, il y a moyen. Et je pense que si t'as vraiment envie de voyager, genre te ferme pas parce qu'il y a la langue et tout, surtout que t'as grave les moyens les possibilités. Oh, je parle pas français, je suis désolée. Et t'as vraiment la possibilité de pouvoir avoir des bases et communiquer avec les gens. Oui, surtout que je pense qu'il y a pas mal de destinations où les gens sont quand même très reconnaissants, c'est un peu fort, mais sont contents en tout cas de pouvoir faire découvrir leur culture. Et bon, il y a certaines personnes qui apprécient pas trop les touristes, mais je pense que c'est quand même une minorité. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu étudier, c'est minoritaire. Donc, je pense qu'il faut pas trop en avoir peur. Parce que si jamais tu viens avec un point de vue bienveillant et vraiment de découverte, je pense qu'on sera toujours content de t'accueillir, plus ou moins. Ouais. Par exemple, je me souviens au Cap-Vert, on avait un espèce de taxi qu'on avait pris pour les 10 jours.
ou les 2 semaines. Et il était hyper sympa, mais tu vois, il nous a invités chez lui. Tu sentais que sa femme, elle a vraiment pas envie qu'on soit là. Et surtout tu vois, on était là. Je trouve qu'il y a un espèce de tel décalage. Nous, on venait là pour faire de la rando. Tu sais, c'est un peu. On a besoin de retrouver la simplicité et tout. C'est hyper un truc de riche. Et t'es là. Enfin, moi, j'étais pas hyper à l'aise, quoi. Même si lui, il était content. Tu vois, il y a ce truc aussi où je te trouve plutôt bienveillante parce que tu as la conscience de ton privilège de partir à l'étranger. Enfin, c'est vrai que c'est un caprice très blanc de vouloir s'éloigner de là où on habite et du milieu qu'on connaît pour explorer l'exotisme des pays étrangers, notamment de l'Amérique du Sud, de certains pays africains et de l'Asie de l'Est. Hein. C'est vraiment capricieux. Mais si tu en as conscience, je pense que tu peux dépasser ce truc-là et vraiment aller à la rencontre des gens et te faire kiffer. Et au bout d'un moment, genre effectivement, on a ce privilège-là, mais si on n'est pas là pour, comment dire, faire le touriste toxique, irrespectueux. ouais, voilà, qui prend les gros bateaux, qui part foncer dans les bancs de dauphins, enfin des trucs comme ça, tu vois. En vrai, il y aura jamais de... Enfin, ça peut arriver, comme disait Marine, mais les gens t'en voudront pas, surtout si tu fais un effort du coup. Et très honnêtement, de toutes les expériences de voyage que j'ai eues, je suis jamais tombée sur quelqu'un qui me dit oh, tu parles ma langue, quelle horreur. Au contraire, genre, mais je pense que c'est comme nous, tu vois, si un touriste, j'en sais rien, vénézuélien, il vient chez nous et il essaye de parler français, même s'il n'y arrive pas, tu vois, genre le fait qu'il essaye, ça te touche un peu forcément et t'es contente de voir que les gens ils font des efforts. Ça me fait penser à quelque chose. Il y a une chaîne YouTube que parfois j'aime bien regarder d'un mec qui apprend en fait les bases de énormément de langues différentes. Et il en avait appris je sais plus si c'était un dialecte africain, genre vraiment d'un petit bled. Et en fait, il avait filmé la réaction des gens sur place à partir du moment où il commençait à parler. C'était vraiment des bases, c'est-à-dire comme tu avais dit, bonjour, merci, je m'appelle, je cherche, etc. Et en fait, au moment où il se mettait à parler la langue en question, le visage des gens s'éclairait directement et ils l'accueillaient comme si, je sais pas, c'était un membre de leur famille, etc. C'était incroyable. Et voilà, donc cette vidéo me rehausse le cœur, me réchauffe le cœur. Je n'ai plus du tout le nom du mec. Je sais qu'il voyage énormément avec sa copine dans justement des villes un peu reculées, des endroits un peu précis pour montrer, pour défaire un peu les clichés qu'on pourrait avoir sur certains pays. Mais c'est vraiment ce truc de langue, à partir du moment où tu fais un minimum d'efforts pour t'adapter à la culture locale, globalement, t'es c'est la base reçu, du respect en fait, je pense. Ouais, Et c'est pour ça que les gens sont contents, c'est qu'il y a beaucoup de touristes qui vont juste, je pense, genre par exemple les gens qui vont au Maghreb, tu vois. Enfin... J'ai des origines maghrébines aussi. Du coup, j'y suis pas mal allée quand j'étais enfant. Et enfin, tu vois direct la différence entre ceux qui essayent de faire des efforts, même si c'est juste salam alaikum ou la baisse pour dire ça va ou des trucs comme ça, selon là où t'es, il y a un switch. Tu passes plus pour le connard de touriste ou le petit français de merde, mais pour le mec qui essaye un minimum de s'adapter et tout. Ah, mais c'est exactement ça. Et, clairement, je pense qu'apprendre quelques mots, c'est un peu une base, surtout si tu comptes rester quelques temps dans le pays. C'est un peu, on va dire, le pays d'accueil. Enfin bref, une histoire de se mettre en lien, on va dire, avec les personnes là-bas. Je trouve ça sympa. Ouais. Ça me fait penser, quand j'étais en Espagne, j'ai été au Portugal et il y avait avec une Chilienne qui du coup parlait tout le temps espagnol. Et tu sentais que les Portugais, genre à un moment, ils lui ont dit mais ici on est au Portugal, arrête de parler espagnol quoi. Et c'est vrai que moi ça me choquait un peu qu'elle faisait aucun effort pour juste dire bonjour, merci en portugais quoi. Ouais, mais oui, parce que il me semble que tu m'en avais parlé, mais en fait les Portugais parlent bien espagnol. Oui, c'est ça, c'est pas la question, c'est juste que ça veut dire que tu respectes pas leur part, que c'est un pays à part et que ils veulent pas être assimilés à l'Espagne. Ouais, normal. C'est 2 pays différents aussi. Ouais. Je pense que si on avait une langue différente de la Belgique, ce serait le même délire, même si on arrive à se comprendre entre nous, genre. Ouais. Je sais pas, c'est un autre pays, c'est notre culture et tout. Ouais, c'est un peu violent de faire c'est bon, tu vois, ça va, on se comprend, ça va. Ouais. Et du coup, autre question, autre sujet. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre meilleur voyage ? Genre vraiment le voyage que vous avez préféré de toute votre vie. Vous pouvez choisir une anecdote en particulier ou alors raconter tout le voyage si vous voulez. Allez-y.
Je te laisse commencer Non, en vrai. tu veux pas commencer? Parce qu'en vrai, J'ai un petit blanc, là. Ok. Alors, en vrai, je pense que c'est le Japon du coup. Parce que déjà, premier voyage seul. Enfin, seul, sans mes parents. Waouh. Même si je suis restée un peu seule là-bas, je suis pas partie seule. Mais il y a trop. Mais en fait, c'était tellement lunaire comme voyage. J'ai beaucoup trop d'anecdotes. Il s'est passé tellement de trucs qui n'avaient aucun sens. T'es resté combien de temps? Je suis restée 1 mois. Ok. Enfin, cette fois-là, je suis restée 1 mois. C'était en 2016. Faut savoir que je suis un aimant à conneries. Mais je vous le disais tout à l'heure, avant qu'on enregistre, et c'est pas une vanne, et il y a Nils à côté qui hoche fort la tête. Et Nils, on n'est pas encore partis en voyage ensemble. On part bientôt à Cannes pour le vous partez festival. ensemble. Oh, génial. On va couvrir le festival de Cannes. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Télé Sorbonne. Instagram, Facebook, tout ça. Twitter, oulala. Mais du coup, il m'arrive toujours des trucs qui n'ont aucun sens, à tel point que même mes potes ont du mal à le croire, jusqu'à ce qu'ils partent en voyage avec moi et qu'ils voient un peu le délire. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais en Bulgarie, je me suis retrouvée sur le marché noir, tu vois. Enfin bref. Non mais voilà, c'est encore une autre anecdote. Waouh. Là, cette fois, je pars du coup au Japon et on fait un petit détour en Russie avant avec ma pote en se disant, bon bah, on fait une escale à Moscou, on prend un visa pour 2-3 jours et puis on se casse après. Et au moment, en gros, on faisait Paris-Moscou, Moscou-Tokyo. Et à Moscou, on rencontre un sumo. Mais un sumo extrêmement beau dans sa tenue traditionnelle, avec les toris. Les toris, c'est les petites sandales japonaises très typiques. Un peu Avec, surélevé, voilà, qui ont des espèces de 2 talons perpendiculaires. Mm. Enfin, des caplas, genre. Qui s'empilent. Je sais pas comment décrire ça par les talons, mais ouais, voilà. Et il était dans une tenue exceptionnelle. Le bouc faisait genre 2 mètres de haut, 100 kilos, 2 mètres de large aussi. Enfin, un vrai sumo. Et on le regarde, on se dit, mais waouh, mais c'est ça le Japon, ça commence maintenant, ok. En plus, ma pote, elle fait genre 1m50, donc tu les vois à côté, elle est toute fine, c'était hilarant. Et en fait, je sais pas pourquoi, il voit que mon téléphone, il est en japonais, et tout de suite, il vient nous taper la discussion. Et on se dit genre, oh là là, on est en train de parler avec un sumo, c'est extraordinaire. Vraiment, les 2 gamines de 18 ans, genre, ouh, Popelov, qu'est-ce qui se passe? L'aventure commence. Et on a sympathisé de ouf avec lui. Et on n'a pas arrêté de parler avec lui. Et je crois que de Moscou à Tokyo, on avait 6-7 heures d'avion. Dans l'avion, lui, il était surclassé parce que il est sumo, il rentre pas dans un siège normal. Donc, il a besoin des sièges de business, je crois, ou enfin, de la classe. Tu sais, les billets qui coûtent 4000 €, là, voilà. Ouais. Et en fait, comme il sympathise avec nous et qu'il veut pas faire le voyage tout seul, il demande à ce qu'on soit surclassé. Donc, on arrive en classe supérieure. En classe premium. J'ai oublié le terme, je suis désolée, mais en classe business. Pas la business class. Ouais, en business class. Donc, on arrive, on a 18 ans, on se retrouve avec des coupes de champagne dans la main et à papoter avec un sumo dans un kimono qui vaut plus que tout le salaire que j'ai accumulé toute ma vie. Écoute, jusque-là, tes embrouilles, elles se passent plutôt bien pour les voyages. Franchement, on est bien. Je te dis, c'est lunaire. Et on sympathise tellement bien avec lui qu'on arrive à Narita, qui est un des aéroports de Tokyo. Et il nous dit, ah, je vous aime bien, je vais vous inviter à voir un entraînement. En gros, on était en août et les matchs officiels commencent en septembre. Et en fait, en général, les sumos vont en Russie pour s'entraîner avec les catcheurs russes et avoir plus de force et tout. Et il nous dit, ah, mais venez, je vais vous montrer, comme ça, vous découvrez le vrai Japon. Le lendemain, on se retrouve... Enfin, même pas le lendemain, on a atterri genre à 7h du matin. À 11h, on se retrouve dans le stade d'entraînement des sumos. Et on est là, genre les 2 petites touristes, mais qu'est-ce qu'on fout là, bordel? Genre, qu'est-ce qui se passe? On assiste à un match de sumo non officiel où t'as que les entraîneurs et les autres sumo. Et on s'est fait une bande de potes de sumo. Et on a fini par manger avec eux dans un resto pour sumo, genre. Mais c'est incroyable. C'est quoi un resto pour sumo? C'est un restaurant où t'as un plat qui fait genre 8000 calories. Oui. C'est terrible. Franchement, on a pris un bol pour 2 et on n'a même pas réussi à finir. Et genre, c'est une insulte de pas finir. Et on se sentait vraiment mal, mais le mec a vu qu'on allait être malade si on mangeait plus. Du coup, il nous a fait abandonner. Wow. Mais ça, c'est un truc parmi n'importe quoi. Mais voilà, je suis un aimant à conneries. C'est quoi le reste du voyage? Du coup, t'es resté que à Tokyo ou alors t'as un peu... Et la banlieue aussi. Okay. Mais on voulait vraiment profiter de la ville, et comme elle est immense et qu'on n'avait pas beaucoup d'argent parce que c'était notre premier voyage et tout, on n'a pas pu en profiter autant qu'on le voulait pour le reste du Japon. Mais à Tokyo, on en a bien profité.
Ah ouais. Et chaque jour, il nous arrivait n'importe quoi. Le premier jour, enfin, du coup, après les sumos, donc vers 15h, on se dit on rentre faire une sieste parce qu'il y a un décalage horaire de 6-7 heures. On se retrouve dans une secte bouddhiste. Les gens qui voient des vidéos sur la Corée du Sud, le Japon et la Chine, ils savent de quoi je parle. Les autres, il faut savoir qu'il y a des communautés et des sectes qui sont immenses dans les pays de l'Asie de l'Est et qui ont extrêmement de pouvoir. Beaucoup d'impact sur la société et tout. À tel point que si tu regardes les faits divers et tout, il y a eu plein de suicides collectifs ou des trucs comme ça organisés par des sectes ou des détournements d'argent, plein de trucs comme ça. Et nous, en fait, on rencontre deux bouddhistes et naïfs comme on est, on se dit bah c'est des gens de religion, de confession, tu vois, genre ils vont rien nous faire. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Bah ils nous ont emmenés dans leur temple et pendant 1 heure, on se retrouve à prier, à dire Nam-myo Renge-kyo. Pendant 1 heure, je m'en souviens encore tellement ça m'a marqué. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Je pense que c'est un mantra japonais bouddhiste, mais je sais pas ce que ça veut dire. Et les mecs essayaient de nous convaincre. On aurait dû se méfier à partir du moment où ils nous ont parlé anglais. Mais vas-y, on s'est dit, ouais, bah on est à Tokyo, les gens parlent anglais. C'est faux. C'est pas normal. Mais du coup, voilà, on s'est retrouvés dans une secte. On a réussi à fuir parce que j'ai réussi à dire le mot police en japonais. Et il a fait, ah oui, la sortie est là-bas. Du coup, on a fui. Waouh. Mais parce qu'ils parlaient anglais, parce qu'ils avaient l'habitude du coup d'aborder En fait, des touristes. ouais, je pense qu'ils arnaquent beaucoup de touristes. Et ils parlaient un peu anglais, un peu japonais. Et comme je parlais anglais et un peu japonais, ça passait niveau communication. Et en fait, c'est quand j'ai vu ils nous avaient donné une espèce de papier, de formulaire qu'on devait lire et tout. Et j'étais un fascicule, pardon. Et sur le fascicule, j'ai commencé à lire. J'étais Clémence, là, il faut qu'on se casse. Là, c'est trop bizarre. Genre, il y a des mots bizarres, genre. En mode des salaires à payer pour venir, c'est trop bizarre. Ok. Et toi, Clémentine, ton meilleur voyage ? Bah moi, j'ai pas de choses aussi spectaculaires, mais je crois que mon meilleur voyage, c'était une rando que j'ai fait de 12 jours dans les Pyrénées. En fait, on était un groupe de 10. Trop bien. Et ouais, c'était vraiment cool parce que on a eu un peu tous les temps, plein de micro-aventures, c'est genre à l'échelle de ta journée quand t'es crevé, quand d'un coup il est 21h et t'es là, mais si on se faisait le 3000 mètres et que t'arrives en haut et que t'es content, bah... Une vie commune, si on montait 3000 mètres, let's go. C'est sur un coup de tête, vraiment. En fait, on arrivait à un col qui était, je crois qu'il nous restait genre 100 mètres, 200 mètres à monter, non 300 mètres je pense à monter, et on a laissé nos sacs en bas, et puis c'était hyper pentu et enneigé, et nous on était en short et tout, enfin c'était pas du tout adapté, mais c'était hyper bien. Ça va, il y en a aucun qui est mort d'hypothermie sur le chemin. Ah non, par contre dans un lac, il y a un mec... Oula. Oula, ça commence Ça très commence mal. C'était, Des problèmes. On est arrivé, c'est le lac de Gaube. Genre on est arrivé hyper tard parce qu'on commençait à se décaler, on partait tard le matin et hyper bien. La vallée était à nous, lac trop beau. Donc on plante notre tente. On n'était plus beaucoup là, on était que 6. On plante nos 2 tentes au bord de l'eau, trop bien, on mange et tout. Le lendemain matin, on se réveille, on sort la tête, il y avait des gens partout, genre plein de touristes. Et c'était... en fait, on n'avait pas le droit d'être là. Et il était 10h du matin. Et du coup, on s'est un peu fait engueuler. Mais en tout cas, pour dire juste on s'est baigné. Et l'eau était ultra froide. Et il y a un des gars qui voulait un peu faire le mec, qui a dit non, mais moi, je reste jusqu'à la taille pour m'habituer avant d'y aller. Et en fait, il a fait une hypothermie. Oh non. Et il a pu parler de la journée après. Il avait sa couverture. En fait, on n'a pas compris parce qu'il parlait pas. Ah. Puis il a nagé un peu. Après, il revient. Il était tout blanc. On fait, bah alors, Sacha. On se doute de rien, il était juste pâle comme la mort, mais sinon. Du coup, on a pris la couverture de survie, mais on lui dit, mais t'as enlevé ton caleçon mouillé et tout. Il dit, non. Il pouvait plus. Il était plus capable de rien. C'était. Mais bon. fou. Ouais. Et après, ouais, là, toute la journée, il marchait comme ça, il nous suivait, mais bon, ça va. Il était pas dans son assiette. Non, il était pas dans son assiette. C'est un peu cramé. Mais bon, je voulais pas parler spécialement de ça. Ce qui était génial, c'était... un moment, on a dormi dans un hôtel abandonné, qui était trop bien. Qui était un peu hyper cassé, mais un peu... Une sorte d'urbex, en fait, non ? Ouais, mais en fait, c'est dans un petit village, genre Aubonne, petite localité un peu morte. Okay. Où on savait pas trop où aller, et ils avaient des toilettes publiques avec de l'eau chaude et un chauffage, et nous il pleuvait, il faisait super froid, et ça nous a paru être un luxe.
Attends, En comment plus. ça, les toilettes publiques avec de l'eau chaude et un chauffage? Mais Tu veux ouais, dire qu'il y avait un surtout chauffage dans un dans lieu les toilettes? abandonné. Ouais, il y avait un radiateur. Tu vois, C'est tu te une très dis, bonne idée, waouh, ça. franchement, Très très bonne idée. pile pour nous. Mais attendez, tu es tombé sur un bâtiment genre abandonné. Vous êtes Bah, non, rentré en fait, dedans. oui, je raconte pas dans le bon sens. Donc Ah. on devait arriver, on avait toute une descente hyper longue et on s'était dit, ça faisait 3-4 jours, on va essayer d'aller au camping. Sauf que le camping fermait à 20h et on pouvait pas y être pour 20h. Du coup, on était la merde, nous on voulait quand même une petite douche, ça aurait été sympa quand même. Sachant que voilà, ça faisait 2 jours qu'on avait que du brouillard et de l'humidité. On était trempés de partout. Et on arrive dans cette petite place publique où vraiment on était là, on sait pas où aller et tout. Et là, il y avait les toilettes publiques avec de l'eau chaude. Déjà, on a pu se doucher. Et ensuite, on a demandé, il y avait un hôtel, mais on n'avait pas trop les moyens de payer l'hôtel. Ils nous ont dit, allez dans l'hôtel abandonné. Et du C'est coup, hilarant voilà. par contre que les mecs de l'hôtel Ouais. vous disent non mais c'est pas grave, elle est dans le truc abandonné là-bas, y a C'est pas de ça. souci, il reste des liens Hyper pour moisi accueillant, mais hein. ça passe. Attends, parce que moi, il y a un petit point commun que vous avez un peu toutes les deux au niveau des. Je vais pas dire embrouille, tu vois. Mais c'est quand même. Parce que l'idée du stop en elle-même, c'est un peu le truc de galère, un peu, tu vois, de se retrouver confronté avec ses potes à des petits aléas du quotidien pour se changer du train-train. Mais tu pars en voyage, j'imagine, en autostop avec tes potes pour faire de la rando. Sachant que la rando, il peut se passer des petits trucs physiquement, tu peux te faire mal, tu peux te blesser, enfin, il faut souvent être un minimum équipé, je vais dire ça comme ça. Ouais, tu te retrouves dans un lieu du coup que tu connais pas. Et j'adore cette idée de se dire, je n'ai rien prévu, je n'ai pas d'hôtel, on va s'arrêter n'importe où, mais au cas où j'ai pas les moyens de payer. Et j'adore cette mentalité. Et est-ce que c'est un truc que tu recherches un petit peu, peut-être cette embrouille, ce petit côté de débrouillard, Un on va peu, dire. ouais, clairement. L'aventure, en fait. Ouais, L'aventure. c'est ça, ouais. C'est ça qui est cool aussi avec le voyage en vrai. Ouais, c'est ça. C'est que puis souvent, ça se passe bien quand c'est imprévu, en fait. C'est vachement important aussi d'être avec les bonnes personnes. Mm. Tu vois, d'être avec des personnes qui sont dans le même point, enfin le même état d'esprit que toi, en mode vraiment ça va être cool. Quoi qu'il arrive, on va dans un hôtel abandonné, ça va être chouette. Ou alors on prend un train, on sait pas où on va se retrouver dans une forêt avec des gens. C'est trop bien. Ouais, c'est ça. Bah après, il y a aussi des moments où c'est bien d'être nombreux parce que t'es un peu à tour de rôle, t'as des gens qui leur morale baisse et après ça repart. Enfin, c'est... Mais oui, je trouve que ça fait des super souvenirs et ça soude un groupe. Enfin voilà, puis par exemple, on était avec un Mexicain qui nous a appris plein de chansons de gauche qu'on chantait. L'arrivée internationale, c'est parti. Voilà, le Pueblo Unido, enfin tu vois, quand ça monte, t'es là, ok, on y croit et... Maintenant, extrait. J'ai fait cette la chanson, on lance la musique. Donc ouais, moi je trouve que c'est important. Enfin, puis c'est drôle. Pourquoi c'était ton meilleur voyage? Parce que du coup, t'as fait déjà des destinations plus lointaines, peut-être des paysages plus impressionnants, mais pourquoi celui-ci en particulier? Bah, déjà, je trouve que quand je vais dans des villes, j'ai un peu la pression je me dis, ce que je choisis de faire, ça est censé refléter ce que j'aime, c'est censé refléter ma façon d'appréhender une nouvelle culture. En plus, t'as tous les conflits quand t'es un groupe, comment on décide, dès que t'es nombreux, tu perds vachement de temps. Et je crois que du coup, c'est un peu plus de pression mentale et même quand c'est chouette, là, je trouve que quand t'es dans la nature, bah, t'as pas 40 trucs à faire. Tu te recentres sur juste comment on allume le feu et pas... Et je trouve que c'est des moments plus simples où t'as plus une communion vite fait. Et qu'en fait, quand je découvre surtout les villes, c'est moins le cas où c'est plus fatigant et du coup, c'est reste pas forcément les meilleurs voyages, mais aussi parce que je pense que j'ai pas forcément eu les... Enfin, faut être avec le bon nombre de personnes ou des personnes qui se ressemblent. Voilà, mais... Clairement, pour ce genre de voyage, genre le Japon, tout ça, on était 2 à chaque fois et pas plus. Ouais. Puis comme ça laisse aussi l'opportunité de rencontrer du monde. Que quand t'as un gros groupe, que tu pars en ville, bah, t'es une bande, Aussi, t'es imposante, tu fais du bruit, les gens vont moins vers toi et tout. Alors que du coup, bah, comme tu disais, partir en randonnée, en campagne, en montagne ou à la mer, c'est mieux en groupe, c'est plus sympa. Ouais. Trop bien, trop bien. Et du coup, maintenant, est-ce que vous pourriez nous parler d'un projet de voyage que vous auriez, genre peut-être d'une destination dont vous rêvez depuis longtemps, ou alors de quelque chose que vous avez commencé à organiser là dans un futur proche pour le post-Covid Bah moi, du coup, je devais aller au Mexique 1 an,
ça s'est pas fait. Oh, Et tu vas aller où au Mexique? Je devais aller à Cholula, qui était une ville hyper étudiante dans l'état de Puebla, donc à l'est. Et du coup, c'est un peu étrange parce que à la fois, je m'étais un peu renseignée. Enfin, c'est marrant, mais j'ai presque plus tellement envie d'y aller tout de suite. Alors que j'ai des amis qui vont y aller l'année prochaine, donc je me dis, je pourrais aussi aller les voir. Mais c'est rigolo, peut-être plus tard en fait. Et là, je crois que j'ai un peu envie d'aller en Italie parce que je connais pas du tout et que ça a l'air trop bien. Mais peut-être pas l'été. Enfin, justement, là, je suis en train d'essayer de me trouver des plans pour l'été. Donc, je suis ouverte à des suggestions. Les gorges du Verdon, trop cool. Ouais. Beaucoup C'est trop de vrai. gens, mais trop cool. On avait été ensemble. On a été ensemble quand on avait 12 ans. Ouais. Et faire du canyoning et tout. Ah, c'est trop bien. Franchement, c'était un super voyage, ça. Hein ouais. Toi, t'étais pote avec tous les gens du camping. C'est vrai. C'est vrai. En Mais Ardèche toi aussi, il y a en des vrai. coins sympas, hein, si jamais. Il y a des serpents dans l'eau, mais il y a des Ardèche coins sympas. Ouais. Ah, J'avais été dans je vous recommande, un village où on fait de la autogérée, genre de construction. Oh, Genre, trop bien. on reconstruit le village, ça s'appelle le Viellodon. Et c'est hyper cool. C'est où, du coup, il faut venir 10 jours et on campe et on fait Trop du pain et voilà. Il y a ça aussi en Suisse, il y a des petites communautés autogérées aussi. Trop bien. Mais oui, c'est vrai que t'as fait pas mal de chantiers participatifs aussi. Ouais, bah là j'étais il y a un mois en Centre-Bretagne où on a fait. C'est un espèce de village un peu alternatif. Enfin, qui sont. Je crois que j'étais à 80% de vote Mélenchon, j'ai regardé. Des gens bien. Et où du coup on a déblayé le cimetière parce qu'ils vont mettre de l'herbe. Enfin voilà. Mais ça c'était avec des gens de mon master. C'était assez marrant. Des gens que tu vois en petite chemise. Une fois tu les vois avec leur brouette. Je recommande aussi. De salles de ambiance. Ouais. Mais ok, l'Italie. Bah, l'Italie, moi je connais juste Rome et Venise. Donc je sais pas, j'ai pas trop de recommandations. Enfin, même si c'est un très beau pays, je connais pas trop non plus. Ouais. Mais... Bah, en fait aussi, là quand j'ai été en Espagne, j'avais un peu pas spécialement eu envie d'aller en Espagne avant. Enfin, pas plus qu'ailleurs. Et j'ai trop aimé l'idée de vraiment découvrir un pays un peu partout. Enfin, je pense que je retournerai en Espagne un peu. Et ce truc de connaître vraiment vachement le pays, ça m'attire bien. Du coup, l'Italie, j'ai un peu cette idée de... Maintenant, je vais me concentrer sur l'Italie, je vais faire plusieurs voyages en Italie. Enfin, pas forcément d'affilée, mais voilà. Et t'aimerais faire un truc un peu de bivouac comme tu fais d'habitude, ou tu voudrais Je sais pas, faire un tourisme un peu plus conventionnel, entre guillemets, avec du train, avion et tout? Avion pour l'Italie, je préfère éviter quand même. Mais plutôt un peu visiter des grandes villes quand même, visiter. Ouais. Puis sinon, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait des chemins de rando qui ont l'air chouettes. Donc, à voir un peu tout. Après, je sais, si t'aimes bien l'autostop et tout, en Italie, dans les années 50, ils ont construit du coup l'autoroute qui traverse littéralement toute l'Italie, de haut en bas. Et ça, par contre, je pense que l'Italie, niveau monter dans des voitures et juste voyager, je pense que c'est très faisable par rapport à Je d'autres crois que pays. le stop, c'est un peu chaud comme en Espagne, où c'est un peu difficile. En Espagne, c'est Ah ouais? Ouais, en fait, c'est très démocratisé dans certains pays, l'autostop, et dans d'autres, c'est vraiment genre trop bizarre de faire ça. En Allemagne, ça va. En France, c'est relativement ok, même si avec le Covid, je suis pas sûre. Aux États-Unis aussi, je pense que c'est ok de ouf. Mais moi, en Italie, j'ai pas trop réussi à en faire. Ok, je savais pas du Après, tout. c'est peut-être aussi parce que je l'ai pas fait de la bonne façon ou des choses comme ça, tu vois. Mais je pense que Pardon, excuse-moi. Pardon. Peut-être un truc de pays anglo-saxon. ouais, peut-être. Après, l'Allemagne, c'est pas trop anglo-saxon. En effet. La France non plus. Mais bien non, tenté. mais peut-être que tu vois, on a récupéré ça Ouais, de ouais. leur culture et C'est pour possible. nous, ça s'est bien intégré, Mhm. mais les pays latins, moins. Et le Japon. Ah oui. Japon, faire de l'autostop, non. Oui, C'est même le fait de dormir chez l'habitant et tout, c'est très bizarre. Parce que même. Mais ça, c'est un truc de relation sociale, mais même genre quand t'as un copain ou une copine. Bon, déjà au Japon, avoir une copine ou un copain quand t'es un homme. Enfin bref, avoir une relation homosexuelle ou bisexuelle. Trop bizarre pour eux. Enfin, pour eux, non. il y a un trouble. Pour un trouble. Let's go. Non, mais dans les mœurs, c'est beaucoup moins accepté qu'en France. Et même quand t'as un copain, bah, tu vas pas coucher chez lui, par exemple.
tu vas à l'hôtel. Mm. Donc dormir chez les gens, c'est assez compliqué. Peut-être plus dans les campagnes ou dans les toutes petites villes, parce que ça, il y en a beaucoup. Mais en ville, c'est quasiment mort, surtout qu'il y a beaucoup de petits endroits qui sont faits où tu peux dormir. Genre, tu peux dormir au sauna, tu peux dormir dans les mangas cafés. Enfin, en soi, tu peux dormir partout. Donc les gens sont plus en mode, pourquoi tu veux dormir chez moi alors que tu peux aller là-bas pour 2 euros. Mm. Ah ouais, d'accord. Mais Italie, je pense que ça, par contre, c'est beaucoup plus possible. Genre les couchsurfing et tout, je pense que ça se fait plus. Ouais. Et en Toscane, il y a plein de trucs sympas aussi. Moi, un voyage de rêve, ce serait, je pense, le Cambodge, peut-être aussi la Thaïlande. Tu viendrais me voir en Thaïlande? Ah bah ouais. Comment bah oui, ça, carrément. venir te voir en Thaïlande? Je pars en Thaïlande l'année Oh. prochaine. En Erasmus? Ouais. Incroyable. Bah, Ouais. génial. Ouais, ça Ah, va ouais. être Trop bien. Tu vas où? à Bangkok. Oh là. Oh les problèmes. Note bien connais le numéro de Bangkok? l'ambassade. Est-ce que ça sent l'expérience des problèmes de Morgane? Non, heureusement. J'ai vu les Bad Trip, je connais très bien la scène. Non, je rigole. Je fais mon mémoire sur le cinéma, enfin l'influence des productions cinématographiques sur l'imaginaire touristique Ah, ça doit thaïlandais. être terrible. J'ai vu Very Bad Trip 2 il y a 2 jours. T'as vu le documentaire là sur le tueur en série métissé français-indien sur Netflix? Il est super intéressant. Non. Ils ont fait une série dessus. Enfin, c'est pas un documentaire, c'est une série. Ah, c'est pas Le Serpent? Ouais, si. Je l'ai pas vu. Ah, bah ne regarde pas du coup si tu vas en Thaïlande. hein. D'accord. Et si on te propose de vendre de la drogue, tu dis non. Voilà. Ok. Ouais, ça, de Ne toute façon, prends je pas pensais de pas. Mais- Ouais. Bah du coup, Oui, ce non, sera ouais. peut-être un voyage de rêve que je pourrais réaliser en allant te voir. Oui. Trop bien. Et ouais. Et puis sinon, l'Amérique du Sud, c'est dans mes projets un jour. Ok. Et Grand voyage. Non, en fait, non. C'est des pays qui t'attirent pour une raison particulière parce que t'as vu des images de temples ou des trucs comme ça, ou c'est juste tu te dis bon, ça me mode bien, j'ai Le envie d'y aller. Cambodge, tu veux dire? Ouais, ou Bah, la en fait, Thaïlande. j'ai une amie qui est d'origine cambodgienne et on a pas mal bossé dessus sur en projet de groupe. Et du coup, bah, c'est un peu ça donne envie de. En regardant des documentaires, ça donne envie de s'y intéresser, quoi. Puis, ouais. Pareil pour l'Amérique du Sud, il y a un peu tout ce qui est. Toutes les luttes politiques qui donnent envie de. Enfin, c'est tout un imaginaire qu'on a. En plus, la nature a l'air quand même d'être quelque chose d'hyper important. Enfin, Mm. et oui, la place des indigènes. Enfin, c'est des questions qui m'intéressent. Voilà. Donc, en plus, ils ont des villes un peu. Enfin, pour l'urbanisme, c'est assez intéressant, même si c'est souvent des immenses villes qui n'ont pas l'air. Enfin, par exemple, mon frère, là, il est à Lima. Il disait que tout est pour la voiture. En plus, t'as vraiment des quartiers où, quand t'es étranger, tu dois rester. Et d'autres quartiers où il faut pas aller. Du coup, C'est des quartiers où tu dois rester, genre tu peux Bah, pas sortir de ce enfin, quartier-là. non, t'es pas obligé, mais juste ils te disent n'y va pas, Ouais. ne sors pas, tu vas te faire agresser. Mm. Enfin, il y a une espèce de violence qu'on n'a pas qu'on n'a Ouais. pas en France, et qui du coup m'interroge, on va dire. Voilà. Mais oui, on en parlait dans le tout premier épisode de Jeunes Voyageurs avec Nils, d'ailleurs. Parce que du coup, on recevait 2 Colombiens et qui parlaient de l'escalade de la violence à Bogota là, ces dernières années. Et c'est clair que ça c'est de pire en pire, quoi. Eux, ils avaient l'habitude... du coup, ils allaient au lycée français de Bogota. Donc, c'est un quartier qui est relativement safe parce Ouais. que c'est beaucoup d'étrangers. Mais même là, il y avait des profs qui se faisaient agresser. C'est compliqué. Et de plus en plus. Alors, est-ce que toutes les deux, on a une dernière question pour vous. Quel serait votre Est-ce voyage que toutes de les deux rêve? Parce qu'à la base, elle est censée être là dans le montage. Est-ce que toutes les deux? Et aussi, question. Question. You got a question. Est-ce que toutes les deux? Question. Marie abattue. Je vais bégayer. Mood, la mort. On dirait vraiment qu'il est 23h et qu'on est au bout du rouleau. Je vous ai traîné avec moi dans, Bon, quoi dans que, les toi, catombes. c'est une sorte de prolongation de la soirée. Moi, je suis en after actuellement. Ouais, hein. voilà, c'est ça. Voilà, je reformule ma question. Et du coup, une dernière question pour toutes les deux. Quel serait votre voyage de rêve, celui auquel peut-être vous tenez depuis petite, autre qu'un futur projet que vous souhaitez planifier? En vrai, je pense qu'avant, je t'aurais répondu le Japon, mais j'y suis déjà allée, et même s'il y a encore plein de trucs que je veux faire, genre j'ai trop envie.
Mais je crois que là, ce qui me botterait vraiment, et ça n'a aucun sens parce que d'un point de vue santé, ça serait très difficile pour moi, mais je kifferais aller en Antarctique ou en Arctique. Genre, après, je le ferai jamais parce que extrêmement polluant, parce qu'il faut prendre les gros brise-glaces et tout qui polluent de ouf. Et juste pour un voyage touristique, je trouve ça d'un ridicule complètement abusif. Mais est-ce que par exemple tu pourrais y aller en mission soit humanitaire ou de Alors, questions humanitaire, il y a justement, Pas grand monde à sauver. humanitaire oui, mais plus écologique ou En mission scientifique, Voilà. ce serait possible, mais alors moi, après, j'ai un parcours d'astrophysicienne. On s'aventure pas trop sur les pôles. En général, on va plus genre vers Haïti ou des trucs comme ça, ou en Amérique du Sud. T'as un parcours d'astrophysicienne avant Ouais. de faire LSE? En gros, j'ai fait une licence de sociologie. Après, j'ai fait une licence de physique. Et ensuite, un master d'astronomie, astrophysique, ingénierie spatiale. Et du coup, là, je suis en première année de LLCER japonais. Waouh, Ouh, c'est hyper divers. aussi c'est... bordélique que mes voyages, mon parcours. Voilà. c'est génial. c'est incroyable. Non, mais en vrai, j'ai juste fait plusieurs études et j'ai été perdue dans ma vie, mais voilà. D'accord. Mais du coup, en vrai, en mission scientifique, ce serait trop cool. Mais la vérité, c'est qu'il y a que quelques élus qui sont envoyés là-bas. Surtout que je pense que mentalement, c'est très difficile parce que tu vis 6 mois, ou en tout cas plusieurs mois ou plusieurs semaines dans une base. Autour de toi, il fait genre moins 60 degrés, donc bof de marcher dehors, de faire des petites balades champêtres. Hein, le bivouac, typiquement de Clémentine, c'est mort. Clairement. Le stop, c'est mort aussi. C'est mort clairement. Mais en vrai, ça m'aurait beaucoup fait kiffer, mais c'est plus de l'ordre du rêve que du réalisable. Et puis même au niveau des prix aussi, c'est extrêmement cher. Après, si jamais, bon, c'est peut-être un peu moins loin, mais tu peux toujours aller, tu sais, dans le nord de la Norvège ou Ouais. presque au niveau de l'Arctique. Ouais, peut-être même en Sibérie, je sais pas, avec le transsibérien ou des trucs comme ça. Sibérie, il y a c'est moyen de faisable, faire hein. des choses. Puis, si tu vas en hiver, tu sais, Ouais. bah, du coup, il y a la banquise et du coup, tu Mhm. peux monter sur les îles. Ça peut tout à fait se faire. Ouais. C'est vrai que l'Antarctique, bon, c'est vrai que ça paraît un peu loin. Enfin, quoique même avec peut-être tes compétences en audiovisuel, tu pourrais peut-être trouver des missions. Peut-être en vrai, ouais, un documentaire ou un documenter truc comme ça, ça pourrait être trop cool. Maintenant, au-delà de ça, j'ai aussi genre, ma santé qui peut pas trop suivre parce que j'ai une hypersensibilité des bras. Et genre les températures très froides, ça peut me tuer les bras. Donc peut-être quand je serai opérée, peut-être plus tard quand j'aurai acquis de l'expérience, peut-être que mes idées de voyage, mes idéaux aussi vont changer. Je sais qu'il y a des endroits dans lesquels j'ai pas du tout envie d'aller. Mais de manière générale, tout m'intéresse et je suis de nature très curieuse. Du coup, genre demain, tu pourrais me dire, viens, on va au Kenya. Je suis en mode, ok, bah vas-y, viens, on va au Kenya. Et j'y connais rien et je vais être dans l'avion à apprendre les 3-4 mots de la langue que je connaîtrais pas pour dire bonjour, merci, au revoir et être poli. Mais enfin, tout peut me botter. Mais en vrai, si jamais ce qui t'intéressait dans le Grand Nord, et c'est un peu les paysages et tout, l'Islande, c'est vraiment magnifique. Là, j'aimerais bien y aller, mais j'ai pas de permis de conduire. Faut que je trouve Ah. quelqu'un qui a une voiture. Moi j'en ai une bientôt si tu veux et j'ai envie d'y aller. Tu veux aller en Islande? Je vais aller en Islande. Les 2 Polacs en Islande, c'est ça que t'es en train de me dire? C'est ce que je On suis en fait train de un dire. vlog. Les 2 Polacs en Islande. Meuf, on ouvre une chaîne YouTube maintenant. Oh là Je là. suis chaud. On prend la caméra et on s'en va. On prend Nilsson ingé son et c'est parti. Ah, C'est bien, Nils. il a légèrement ouais. hoché la tête. Il a pas l'air très motivé. Je crois qu'on va partir sur un licenciement. D'accord, bah écoute, génial, super. Mais est-ce que vous auriez des voyages de rêve? Parce que je sais pas si on vous l'a déjà posé dans les podcasts, mais vous posez souvent la question. Mais peut-être que vous, même le fait de discuter avec beaucoup de gens qui ont voyagé et tout, ça vous donne envie de partir dans un endroit particulier ou juste selon ce que vous aimez? Alors moi il y a un pays qui est le Bhoutan parce que j'avais Ok. vu un reportage dessus. Je sais que écologiquement parlant ils sont positifs. Enfin ils ont une empreinte carbone Ouais. incroyable. C'est un pays qui est très pauvre. On va pas se le cacher. Mais je pense que ce serait une sorte de dépaysement total et une sorte d'ouverture à une autre culture que j'aimerais vraiment vivre. Et je sais pas, j'ai une obsession avec ce pays depuis quelques années. Donc j'irai sûrement un jour, je ne sais pas quand. Mais ouais, le Bhoutan, moi, ce serait... C'est accessible au niveau des avions et tout? Je sais pas si t'as déjà eu l'occasion de regarder. J'ai pas vraiment regardé, mais normalement, je sais que depuis quelques années, ils avaient ouvert une sorte de tourisme écologique où justement tu... Je suis désolée, j'avais trop envie de roter. Je me suis retenue, mais j'ai eu trop de mal. Pardon.
Non, vas-y. Donc le Bhoutan, ouais. J'irai clairement pas en avion là-bas, mais je pense que un jour, quand j'aurai la déterre, peut-être faire traverser Europe et Russie, une sorte de tour du monde. Je sais pas, ça me prendra quelques années peut-être, mais je finirai là-bas d'une manière ou d'une autre en débrouille. Tous les totale. chemins mènent au Bhoutan finalement. Tous les chemins mènent au Bhoutan. Voilà. Génial. Et C'est toi vrai que le Bhoutan, ça a l'air incroyable. Mais en fait, moi, j'ai un gros biais, c'est que j'étudie le tourisme. Donc Ouais. vraiment, j'ai envie d'aller partout. Mais c'est trop bien. Mais en vrai, je pense que c'est trop cool d'avoir cette curiosité-là. Ouais. Mais honnêtement, moi, je suis trop fan de mes études. En plus, je suis en spécialité internationale. Donc Ah oui, donc il n'y a même pas de Amérique du Sud, blablabla. Non, c'est Ouais. les pays. C'est tout. Et là, donc alors, j'ai eu, comme Clémentine, j'ai eu un Erasmus avorté, mais moi c'était en Argentine, Ouais. donc pareil, je m'étais beaucoup renseignée, et donc j'ai toujours très envie d'y aller. À la base aussi, cette année, je devais partir en Chine, parce que Oh, j'ai où ça commencé à Hong Kong. Ok. Et du coup, j'ai commencé à apprendre le chinois et tout, donc je me suis aussi beaucoup intéressée, parce que j'ai commencé à écrire Ouais. mon mémoire aussi là-dessus. Donc je me suis beaucoup intéressée, et la Chine, c'est vraiment un pays qui a l'air magnifique. Après, un petit peu comme avec le Japon, en termes de normes sociales, et Ouais. c'est un petit peu particulier. Je sais pas si j'aimerais y vivre vraiment. Mais là, du coup, mon Erasmus a été annulé à cause du Covid, encore une fois. Donc, je pars en Thaïlande finalement. Et la Thaïlande, ça a l'air merveilleux aussi. Hein. Ouais. Donc, en fait, je En me vrai, je laisse pense porter. que t'as eu de la chance de pas partir à Hong Kong. Ouais. Parce que déjà, Hong Kong, ça fait pas partie de la Chine, si. Si, maintenant, ouais. Si. Mm. Ah oui, c'est vrai que le traité, il a été. Ouais, ça a été rétrocédé. Ouais. Puis là, Et juste là, avec ils le luttent pour Covid. pas avoir. Ouais, là, j'ai des potes qui sont sur place et c'est l'enfer apparemment. Quand t'es étranger, t'es relativement épargné, mais il faut avoir les moyens. Et puis en plus, même au niveau pollution et tout, apparemment, c'est l'enfer. Ouais, honnêtement, j'étais triste au début, mais maintenant je regrette pas trop parce que Bangkok, c'est déjà très bien. Tu vas pouvoir faire le tour du pays en scooter, meuf, c'est exceptionnel. Ah si seulement je savais conduire un scooter, Oh, mais t'inquiète, personne n'a de permis. Prends Tu juste vas un casque. apprendre. Non, mais il y a même pas Après, besoin d'apprendre. Hein. Tu fais du scooter dans les montagnes là-bas, il y a pas mais de problème. ça me fait peur. Ah oui, c'est Il y a terrifiant. quand même beaucoup d'accidents, quoi. Ouais. Bon, après je verrai, hein, franchement, on verra sur place, mais... Et t'as plein de petites îles en Thaïlande aussi qui sont trop chouettes. C'est sur ça mon mémoire. Je veux les îles de Thaïlande. Non, ça va être très bien. C'était trop cool. Merci beaucoup à tous et à tous de nous avoir écoutés et merci à vous les intervenants d'être venus en discuter avec nous. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et à très vite sur les autres podcasts et les Sorbonne et sur Jeunes Voyageurs. Bisous. Merci. Merci.